Bonsoir, bienvenue dans ce nouveau numéro de Talkback GP pour débriefer ce Grand Prix de Thaïlande, le 18e rendez-vous de cette saison et un rendez-vous qui nous a tenu en haleine et qui va évidemment poursuivre le suspense dans la course au titre 2025. Alors pour débriefer ce Grand Prix de Thaïlande, eh bien on va retrouver tout de suite Michel Turcot qui est encore en Thaïlande du côté d'une ville pas simple et d'un endroit pas simple à supporter. Il est à Koh Samui, notre ami Michel. Bonsoir Michel. Salut Eric, t'es pas obligé de le dire tout ça. Bon. On va me chercher maintenant. Ah, tu voulais te cacher, pardon. Ben, on est désolé, Ouais, on j'ai est caché, désolé. non, c'est raté. Bon, Non, tu vas bien? j'ai rien à cacher. Donc ouais, effectivement, petit break entre la Thaïlande et la Malaisie. Je vais retrouver le doc jeudi. Très bien. Eh bien, le doc, justement, il est là, Thomas Morcellino. Il est dans les starting blocks parce que juste après l'émission, il va prendre la direction de Roissy pour s'envoler et donc retrouver Michel en Malaisie. Bonsoir Thomas. Salut Eric, salut Michel. Hein, vous Effectivement, voyez, on vous cache rien. Hein, tout le mardi monde est soir. au courant. Hein. Hein. On De quoi? cache rien de nos plannings. C'est ça. Bon, en tout cas, on vous rappelle que vous pouvez participer à l'émission et commenter sur le fil des commentaires et gagner grâce à l'onglap. Alors j'essaye de le décaler, le tracé du circuit que l'on débriefe. Et donc on va débriefer ce Grand Prix de Thaïlande, un Grand Prix qui a vu un résultat assez pas incroyable, mais en tout cas dans la maîtrise, on peut dire que ça a été incroyable parce qu'il était en souffrance le samedi, il était en délicatesse le dimanche matin, c'est rien de le dire, lors du warm-up disputé sous la pluie, Michel. Et puis Francesco Bagnaia, avec son équipe, ils ont travaillé entre le warm-up et la course, le Grand Prix, hein, bien évidemment, et il nous a sorti un numéro de haute volée, Pecco Bagnaia, assez incroyable comment il arrive à retomber sur ses pattes. On a presque envie de l'appeler le chat. Ouais, bon après on sait que mentalement il est hyper solide quoi. Moi c'est vrai qu'il a ce qui est assez fascinant c'est son attitude quoi. On va jamais s'énerver, il est toujours ouais, il répond quand on lui pose des questions, même si elles sont embarrassantes, il répond toujours sans signe d'agacement. Il a toujours un petit mot sympa envers les autres. C'est vrai qu'il est une espèce de zénitude. Je sais pas si le mot est juste, mais en tout cas, oui, il est très confiant, toujours très confiant. Malgré le retard qu'il a et qui complique sa mission on a plus que deux courses. Il était voilà, je pense que moralement il a quand même marqué des points hier parce que voilà, tu l'as dit, la course qu'il fait sous la pluie, seul en tête avec Marquez sur ses talons. Euh, c'est bon, chapeau quoi, il fallait la faire quoi. Et c'est vrai que bon, dès les essais, première journée d'essai, il fait la pole, donc quand même, on sait c'est un circuit, voilà, il y a quand même des gros freinages, c'est un tracé qui lui convient bien mieux que l'Australie. Donc on savait qu'il serait fort, qu'il serait même plus fort que Martin, un petit peu plus fort que Martin, on l'imaginait, c'est ce qui a été le cas. Après le sprint, ben, bon, ça marche pas bien parce que il l'a dit à demi-mot, il l'a dit hier. Apparemment, ils sont montrés en termes de stratégie un peu trop prudents, donc l'auto n'était pas aussi performante que ce qu'il aurait souhaité et ce dont il aurait eu besoin pour aller chercher les autres. Mais voilà, la course sous la pluie, chapeau, d'autant comme tu l'as également dit, le warm-up c'était compliqué, il était pas dans le coup, donc il y avait des gros soucis. Ils sont pas énervés là non plus. Un warm-up aujourd'hui en MotoGP c'est 10 minutes, hein, donc c'est pas beaucoup de tours. Voilà, malgré tout, à partir des infos qu'ils ont eu à ce moment-là, ils ont réussi à trouver les réglages qu'il fallait. Sachant qu'en plus, le warm-up s'est déroulé sur une piste mouillée, mais dire humide, alors que l'après-midi, il y avait quand même beaucoup plus d'eau sur la course, surtout au départ. Hein, ça s'est un peu asséché sur la fin, parce il s'arrêtait de pleuvoir. Mais donc, c'était voilà, c'était pas facile. Et puis, bon, imprimer un rythme avec la pression, lui, il sait il a plus le droit à l'erreur. Hein, c'est aujourd'hui, voilà, s'il perd enfin, une chute, et c'est quasiment fini. Alors que quelque part, l'avance de Martin lui permet d'avoir un petit joker dans la poche. Donc, c'est vrai que la pression, elle est davantage sur lui que sur celle de Martin. Enfin, à Ouais. mon sens. Hein. Bon, après, je vais pas. Voilà, Non, voilà. je voulais. Pour moi, la pression, elle est sur lui, même si quelque part, Martin, il court après son premier titre, lui en a déjà deux. Donc, quelque part, s'il n'est pas champion, on va pas dire que c'est pas très grave parce il veut vraiment la passe de trois. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, il a la bonne approche.
Ouais. Surtout Après, la passe Michel, de c'est juste pour la rebondir passe. sur ce que tu dis, il y a vraiment une balle de match là le week-end prochain. Je veux dire, ce que fait au sprint Martin, il peut être titré dimanche, quoi. Donc c'est vrai qu'en plus, enfin, il y a vraiment déjà cette possibilité-là qui est vraiment le week-end prochain, quoi. Mm. Bah, justement, Thomas, puisque tu as la parole, il y a une stat qui m'a semblé surréaliste. C'est la première victoire de Bagnaia en Thaïlande. Il s'était jamais imposé là-bas. Non, non, non. Non, non, il avait fini sur le podium, mais il s'était jamais imposé. Ouais, tout à Ouais, donc fait. une victoire. En moto 2. En moto Ouais. 2 en 2018, il avait Oui, non, mais gagné. je parlais Mais après, ouais, ouais, en non, MotoGP, MotoGP, hein, non, bien jamais, évidemment. jamais. Mais donc, c'est une victoire qui tombe à point nommé. Et puis, enfin, je sais pas ce que tu en as pensé, toi, Thomas, mais comme le disait Michel, ce qui a surtout été impressionnant, c'est qu'il a jamais craqué. Au début, dès le départ, Martin s'en va. Il creuse l'écart et là on se dit que ça va être un bis repetita du warm-up puisque justement Bagnaia était pas très à l'aise et puis finalement il met 2-3 tours à revenir et puis après il est très impressionnant de maîtrise, c'est surtout ça. On l'a jamais vu se retourner pour regarder ses adversaires. Marquez, on va y revenir, Martin aussi, on fait des erreurs, lui il est tout le temps resté sur la bonne trajectoire, il n'y a pas eu d'écart, etc. Et ça a été vraiment un métronome et on a l'impression que plus il y a de pression presque, plus il est dos au mur et en fait meilleur il est. Non, mais je rejoins ce que disait Michel. C'est vraiment quelqu'un qui vraiment maîtrise quand il y a vraiment. Parce que hier, la course, c'est, comme on dit à chaque fois, même si elles font toujours la même distance, mais la course était longue. J'imagine que pour lui, elle a dû être interminable. Qu'avec un Marquez qui, derrière, on sait, sous la pluie, est enfin, un expert dans ce domaine. Donc, on s'est dit qu'avec Marquez derrière, cette pression exercée par Marquez, ça allait être compliqué. Et en fait, à chaque fois que Marquez essayait de porter une attaque, lui, il remettait un coup de collier juste après. Il gardait quand même quelques dixièmes d'avance. Donc oui, il a montré encore hier que malgré, même sous la pluie, il est capable de faire, enfin sous la pluie, sur le mouillé, il est capable de faire quelque chose. Ouais, puis ce qui était impressionnant, Michel, c'est justement, comme le dit Thomas, c'est que il a pas refusé le combat quelque part, hein, parce que quand Marquez les deux fois, bon alors, même si les attaques de Marquez, on y reviendra, étaient peut-être un petit peu généreuses et un petit peu ratées, mais en tout cas, il a pas refusé le combat parce que tout de suite, il est revenu pour se remettre en tête de la course. Et c'est là aussi où il y a une vraie volonté affichée de montrer qu'il est quand même le patron. Ouais, et au passage, c'est sa première victoire sous la pluie, hein. Ouais. Donc après, oui, on lui a posé la question, est-ce que la chute de Marquez l'avait un peu soulagé? Et en fait, sa réponse a été, ben non, ça m'a ennuyé qu'il tombe parce que s'il était resté deuxième, il aurait pris 9 points et pas 5. Donc voilà, il était vraiment hyper confiant de pouvoir rester en tête. Il s'est jamais senti menacé. Il a été sous la menace de Marquez, mais enfin, il était confiant de pouvoir rester devant et de ne pas avoir le craindre dans ces circonstances. Au niveau, justement, Michel, au niveau de la différence qui s'est passée entre le warm-up où il était vraiment en difficulté, Bagnaia, et la course, est-ce qu'il est revenu sur les modifications, sur les changements? Qu'est-ce qui a fait qu'il a retrouvé cette plénitude et cette confiance? Non, bah, tu sais, aujourd'hui, je veux dire, les réglages d'une MotoGP, les gars, on est plus, c'est tellement complexe en termes d'électronique, de stratégie, etc., on n'a jamais de détails. D'ailleurs, lui, je suis même pas sûr qu'il sache exactement ce que les ingénieurs ont fait sur sa moto. Donc voilà, il a expliqué ses problèmes et d'ailleurs, il a remercié longuement son équipe après la course en disant qu'il avait gagné grâce à ses techniciens qui avaient permis d'avoir la moto dont il avait besoin pour gagner, quoi. Thomas, au niveau de Bagnaia, c'est une performance qui te surprend ou ça reste dans la lignée de ce qu'on vient de dire, à savoir que il est vraiment hermétique à toute forme de pression? Non, c'est pas une victoire qui me surprend. Après, comme dit Michel, c'est vrai que voilà, par contre, ça me surprend parce que je savais pas qu'effectivement c'était sa première victoire sous la pluie. Ouais, je savais pas. Mais du coup, non, ça me surprend pas. De toute façon, je veux dire, là, on arrive sur des circuits déjà qui profitent beaucoup au Ducati et puis surtout sur lequel les dernières années il s'est battu pour la victoire. Donc, non, ça me surprend pas cette victoire, hein, du tout. Du coup, on va passer tout de suite à son adversaire direct au championnat et qui reste le leader, hein. Il avait fait une très belle sprint, hein, puisqu'il s'est imposé en sprint, notre ami Jorge Martin. En course, ça a été plus compliqué et il l'a dit lui-même à l'arrivée, hein, il a calmé le jeu parce que c'était trop risqué. Il disait même qu'il avait failli tomber au même endroit que Marquez lorsque Marquez est tombé. On le sentait
pas abattu, hein, c'est pas ça que je veux dire, mais on le sentait contrarié parce qu'il se sentait très fort sur le sec et je pense qu'il y avait de la frustration dans ses propos par rapport au fait que la course ait eu lieu sous la pluie. C'est un petit peu ça là, ce qui se dégageait de ses propos hier au soir aussi, Michel, pardon. Bah écoute, moi j'ai pas du tout senti de frustration, bien au contraire, j'ai senti très heureux de cette deuxième place. Voilà, il a lâché que 5 points, dont enfin, seulement 3 pendant le week-end. Il reste 2 courses, donc là voilà, il maîtrise la situation. C'était une course où tout pouvait arriver, une erreur pouvait l'envoyer par terre et donc son avance aurait fondu comme neige au soleil. Donc non, non, moi j'ai pas du tout senti de frustration. Après, il est parti devant, hein, il a fait quand même 3 tours en tête sous la pluie. Et puis là, il s'est rendu compte qu'il prenait beaucoup de risques et que ça n'allait pas le coup. Donc, il fait l'erreur, il sort un peu de la piste. Donc là, il se dit, bon, je vais rester derrière. Et effectivement, quand il est derrière, quand Marquez tombe, il rentre. Là, il s'est dit, en fait, au moment où il voit Marquez tomber, il dit, j'ai la même vitesse, j'ai la même trajectoire, donc je sais que je vais y aller aussi. Donc, qu'est-ce qu'il fait là? En fait, il a anticipé, il a anticipé sa chute en contre-braquant pour rester sur ses roues. Donc, voilà, à partir de là, il a laissé Pecco seul devant. Il savait que voilà, c'était pas 9 mais 5 points qu'il allait lâcher. Donc, il a été intelligent, il s'est appliqué à pas faire de bêtises. Il sentait que Pecco a été au-dessus dans ces conditions. Donc, la veille, il avait fait une bonne course. C'est pas le circuit. Il savait qu'en arrivant, voilà, il avait mangé son pain blanc quelque part en Australie. Là, il savait que c'était pas le tracé où il serait le mieux. Maintenant, sa stratégie, je pense que ça va être pareil. Jouer, pas prendre tous les risques en Malaisie. Et puis voilà, il sait que ça va se jouer à Valence où les deux sont certainement à armes égales. Enfin, en tout cas, en termes de circuit, d'ambiance, etc. Donc voilà, lui, maintenant, c'est ne pas prendre de risques et ne pas manger la feuille et voilà, pas brûler un joker qui peut encore garder, quoi. Ouais. Alors, je vais rectifier, hein, il n'a pas gagné en sprint, hein, il s'est imposé face à Bagnaia, mais c'est évidemment Enea Bastianini hein, qui a gagné la course sprint samedi. Thomas, justement, cette fin de saison, évidemment, on s'en rapproche de plus en plus, c'est 17 points. Est-ce que Martin, il va peut-être pas être un petit peu dans le dur j'allais dire, presque à piloter contre nature, comme l'explique Michel, c'est pas à lui de prendre les risques, il faut surtout pas qu'il fasse d'erreurs. Est-ce que ça peut influer sur ses performances ou de toute façon il sera à l'identique de ce qu'on connaît, à savoir un gars qui a du caractère, qui a de l'ego et qui fera de toute façon le maximum? Non, bah après, il disait hier que de toute façon, il n'était pas dans les mêmes dispositions que la saison passée. Et là, cette pression qu'il a, il la maîtrise davantage. Donc là, je pense même si c'est pas un titre MotoGP, il a déjà eu un titre à Sepang en 2018 et en Moto3, il sait comment maîtriser la chose. Donc non, honnêtement, je pense pas qu'il soit maintenant dans le. Alors, il sera évidemment dans le calcul, ça c'est sûr, mais je pense pas qu'il soit dans un faux rythme qui lui permet, enfin qui lui ferait faire des erreurs, tu vois. T'avais pas l'air, je te voyais hocher de la tête, Michel. Non, 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 mais je pense que quand tu vois les performances des deux, là, aujourd'hui, ils sont vraiment un step au-dessus de tout le monde. Donc, je pense que en termes de confiance, de pilotage, enfin, de maîtrise de leur sujet, ils sont clairement, voilà, il y a Marquez qui est avec eux, mais avec une moto qui est quand même un peu moins bien. On l'a encore vu même sous la pluie, hein, en sortie de virage. C'est clair qu'il y a quand même un handicap avec la GP23 par rapport à la GP24. Mais voilà, aujourd'hui, les deux qui jouent le titre, c'est clairement les deux meilleurs pilotes de la saison. Et ils sont, d'ailleurs, chaque week-end, ils semblent étonner l'un comme l'autre de ce qu'ils sont capables de faire, quoi. Parce que chaque week-end, le niveau, il est encore un cran au-dessus, quoi. Toujours, ils sont toujours, voilà, là, on s'est dit, là, généralement, quand il pleut, il y a toujours un pilote qu'on n'attend pas qui vient un peu se mêler des affaires. Et là, ben non, c'est les deux mêmes qu'on a retrouvés. Donc, c'est quand même une paire de grands prix maintenant où ils se rendent coup pour coup devant, quoi. C'est quand même formidable, quoi. Et puis alors il y a cette stat hein, qui est sortie, Thomas, tu vas valider, je pense, le fait que Martin n'a plus besoin de gagner en fait maintenant, quels que soient les résultats de Bagnaia. Alors encore faut-il terminer deuxième. On va revenir sur le facteur X Marquez dans quelques instants, mais ça aussi, ça lui apporte quelque part un petit peu plus de sérénité, ou au contraire, il va peut-être plus cogiter par rapport à ça.
Bon, alors ça, je sais pas comment interpréter la chose, mais oui, cette stat que j'avais sortie après le sprint. Effectivement, s'il finit deuxième à toutes les courses, que peu importe ce que fait Pecco, il sera titré pour un point. Si Pecco gagne toutes les dernières courses, il sera titré pour un point. Mais bon, écoute, ouais, là, je sais pas quoi répondre en fait. Je pense que, comme dit Michel, de toute façon, enfin, ils se battent, ils sont à un tel niveau que de toute façon, on sait qu'à un moment donné, ils vont croiser le fer enfin, tu vois, soit au sprint, soit en course, notamment à Sepang. Mais après, comme tu disais, il va y avoir, pour moi, un gars qui va vouloir prendre sa revanche, c'est Bastianini. Parce qu'il a fait un week-end, il aurait pu faire un doublé ce week-end, et en fait, il s'est loupé en course le dimanche. Et Sepang, c'est son circuit préféré, donc en tout cas en MotoGP. Donc, Ouais, puis il a gagné l'an passé. Ah oui, c'est ça. Donc oui, je pense que voilà. Bon, je divague un petit peu, mais c'est vrai que ces deux courses vont être intéressantes, pardon. Ouais. Et puis, on va enchaîner avec justement avec l'histoire Bastianini, parce que ça nous fait rebondir sur Marc Marquez. Alors Marc Marquez, il a fait du Marc Marquez, il nous a fait du show. C'était moins facile en sprint. On aurait espéré un autre résultat pendant le Grand Prix. Mais Marquez, comme Bastianini d'ailleurs, il se dispute la 3e place. Alors même s'il minimise ce duel, Marquez, c'est quand même important, sachant que Bastianini, lui aussi, aimerait bien terminer sur le podium. Donc Marquez et Bastianini, ils vont vraiment jouer leurs cartes jusqu'au bout, même si mathématiquement, ça y est, Bagnaia et Martin ne sont plus que les deux seuls à pouvoir disputer le titre, Thomas. Ah oui, là c'est acté. Hein. C'est sûr que c'est les deux seuls aujourd'hui qui se battent pour le titre. Après la 3e marche, j'ai plus les chiffres en tête parce que j'ai eu tellement de chiffres. Il va y avoir une dizaine de points entre les deux, hein, entre Marquez et Bastianini, je sais plus. Oui, je vais regarder. J'ai regardé ça tout à l'heure. Il y a 11 points d'écart. Il y a 11 points d'écart. Et Marquez le disait de toute façon que bon, bien sûr, il sera pas là pour gêner. Pour gêner la course au titre, mais en tout cas, il est là pour se battre pour la 3e marche et c'est important pour lui. Donc, il n'y a pas de raison qu'il ne le fasse pas et il se donnera au maximum. Et là, encore une fois, on arrive sur un circuit qui tourne à gauche qui est Valence et c'est Pang sur lequel aussi, avec une moto comme la sienne, maintenant, il est capable de faire quelque chose. Donc, ouais, le deuxième combat, entre guillemets, pour la 3e marche du podium final sera aussi intéressant. Marquez, derrière Pecco, il a tout donné pour toi, Michel, ou finalement, à un moment, avant sa chute, hein, bien évidemment, ou est-ce que sa chute traduit le fait qu'il ait tout donné, ou est-ce qu'il aurait pu rester finalement derrière? Non, il faut les gagner. De toute façon, je pense que la 3e place du podium, au final, il s'en moque un peu, Marquez. Ce qu'il veut, c'est essayer de gagner. Voilà, il veut gagner. Donc, effectivement, comme dit Thomas, je pense qu'à Valence, moi, s'il faut parier, je mettrai un billet sur lui. Euh, c'est pas que je vois bien Bastianini aussi. Donc, c'est pour ça que les calculs, tu termines toujours deuxième, tu es sûr d'avoir le titre. Pour moi, c'est même pas la peine d'y penser parce que ils vont pas terminer 1 et 2 sur les 2 dernières courses. Enfin, j'y crois pas, mais maintenant, bon, ça peut arriver, hein, mais en tout cas, ils sont clairement c'est les deux qui se battent pour le titre. Ils sont clairement les plus forts aujourd'hui, mais sur les 2 circuits justement qui arrivent, pour les raisons qu'a donné Thomas, Bastiani, c'est son circuit préféré, il a gagné l'an dernier. Valence, ça tourne à gauche. Marquez, il va vouloir gagner chez lui. Dernière course avec le team Gresini. Voilà, c'est un circuit où il est hyper fort. Il pourra prendre tous les risques, il a rien à perdre. Donc forcément, c'est ces 2 pilotes qui vont prendre des points. Alors en faveur de qui, de Marquez, de Pecco ou de Jorge, voilà, ça va dépendre un peu de la situation à l'issue du week-end prochain. Mais il peut se passer, il y a que 2 courses, enfin 4, mais il peut se passer encore plein de trucs d'ici les phases de ce championnat. Ouais, non, mais c'est ça qui est superbe, parce qu'il y a effectivement ce duel entre Martin et Bagnaia qui est quand même assez impressionnant. Alors, ça se traduit pas toujours par des superbes grands prix, par des superbes bagarres en course. On les a jamais vraiment eu au duel. On espère que ça va venir. Hein. Il reste plus que 2 courses, mais on espère que ça va venir. Mais derrière, c'est vrai que on peut pas écarter Bastianini et Marquez. Et d'autant plus que quand on regarde Marquez, il tombe, il repart et il finit 11e quand même. Ça traduit bien, comme tu le disais, Michel, sa volonté de toujours performer et d'aller au maximum de ce qu'il peut tirer de cette Gresini. Bah oui. Après, voilà, Marquez, ça reste Marquez. Hein. C'est un guerrier. Il veut gagner. Et puis, voilà, il veut aussi faire honneur à la confiance que lui a fait son équipe. Ça, il le dit régulièrement. Et je pense il est quand même
voilà, il a dit, lui, aujourd'hui, il a atteint les objectifs qu'il s'était fixés pour cette année, il les a tous atteints. Il s'est prouvé qu'il pouvait aller vite, il a gagné, il s'est fait une place dans l'équipe officielle Ducati, il aura la meilleure moto du plateau l'année prochaine, donc voilà, il a rempli, il a coché toutes les cases. Donc aujourd'hui, tout le reste, c'est du bonus, donc s'il peut gagner, il va, que ce soit Martin ou Pecco, voilà, il en a rien à faire de savoir qu'il va être champion. Et idem pour Bastianini qui s'est fait virer de chez Ducati. Donc chacun, voilà, c'est un sport individuel la moto et c'est tant mieux que ça le reste. Et voilà, il n'y a pas de consigne d'équipe, c'est chacun joue sa carte. Quoi Justement. qu'il en soit, ce qu'on sait déjà, c'est que c'est un pilote Ducati qui sera champion du monde. Oui, ça c'est pas trop compliqué c'est pas compliqué à deviner. Non, mais ce que je veux dire par là, Eric, c'est que quelque part aussi, ça enlève aussi une quelconque pression par rapport à Ducati, quoi. Parce qu'on pourrait imaginer que s'il y avait un de ces pilotes qui était sur une Aprilia ou une KTM ou une Honda ou une Yamaha, on raisonnerait un peu différemment. Là, finalement, ils ont qu'à les laisser faire, même si pour l'équipe officielle Ducati, tout le monde préférait que ça soit Pecco pour les sponsors, etc. Mais après, ça sera toujours, ça sera des victoires Ducati et un titre de pilote Ducati. Et puis si l'année prochaine il y a un numéro 1 sur un Aprilia, voilà, ça sera pas, je pense que ça sera pas bien grave parce que tout le monde saura que ce titre a été acquis avec une Ducati. Justement, ces deux dernières courses, et justement par rapport au fait qu'on va arriver en Malaisie où Bastianini est très fort, est-ce que si d'aventure Bastianini s'impose comme on peut éventuellement l'attendre, ça peut donner justement lieu à des consignes pour la dernière épreuve de Valence en disant écoutez les gars, vous êtes performants, mais laissez les deux s'exprimer tout seuls, et sachant que de toute façon, comme tu viens de le dire Michel, il y aura une Ducati qui sera championne du monde de toute façon, laissez-les s'expliquer entre eux, ou ça va se tenir jusqu'au bout sur la même ligne de conduite, à savoir pas de consignes. Ça n'existe pas, ça, laissez-les s'expliquer, Eric. Faites attention, évidemment, les consignes, c'est voilà, pas de dépassement, de tentative de dépassement suicidaire, mais tu peux pas dire à Marquez ou Bastianini de rouler derrière les deux autres qui jouent le titre. Voilà, après faire preuve de prudence, évidemment, de pas faire n'importe quoi, mais je vois pas dire à un pilote non, il faut que tu restes derrière, non. D'autant que Bastianini va chez Tectron avec KTM l'année prochaine. Donc, ouais, je me doutais que tu allais effectivement aller là-dessus, ça me paraît logique. Et évidemment, Thomas, tu partages. Oui, je partage absolument. Là, je partage, bien sûr. Bien sûr. Et aucun des pilotes derrière va va faire un sale jeu pour mettre à mal les deux autres. Enfin, voilà, y a pas... Pour moi, il n'y a pas de question à se poser. Ouais, chacun jouera sa carte et c'est tant mieux parce que, comme on le disait, même s'ils sont loin au niveau comptable puisqu'ils ne peuvent plus être champions du monde, mais Bastianini et Marquez se livrent quand même un duel et peuvent interférer dans la course au titre. Donc ça va nous permettre de vivre deux derniers Grands Prix assez intenses. Et puis, on parlait de Marquez comme factory, de Bastianini également. Et puis, ce week-end, on est obligé de le remettre dans le jeu parce qu'il nous a fait une fin de course. Et heureusement qu'il était là pour animer cette fin de course. C'est Pedro Acosta. Pedro Acosta, le pilote gaz-gaz, qui termine sur le podium. Je crois que c'est son 5e podium. Thomas, tu me reprendras si j'ai dit une bêtise. Non, mais lui aussi, il a été impressionnant en Thaïlande, où depuis un moment, il faisait bourde sur bourde. Et là, dans des conditions hyper difficiles, il revient, il maltraite ses coéquipiers et son futur coéquipier de chez KTM, et il va chercher la 3e marche du podium. Qu'est-ce que t'en penses, Michel ? il est quand même tombé samedi après-midi pendant le sprint. Oui. Donc voilà, ça reste... voilà, après... Il a fait une très belle course sous l'appui, effectivement, mais bon, il est toujours dans le même. Il en veut plus que ce que sa moto, je pense, lui permet. Comme un peu Marquez aussi d'ailleurs. Je pense que voilà, c'est vraiment les deux pilotes qui poussent leur machine au-delà de leurs limites, de ses limites. C'est perçu comment justement dans l'équipe Tech 3 on va dire qu'on accepte parce que c'est sa première année, qu'il fait des performances de fou, ou ça commence à faire beaucoup les chutes? Non, tu peux pas. Je veux dire, ça fait partie du jeu. C'est comme l'équipe de Marquez pendant des années, il a cassé des motos. Ça faisait partie aussi, voilà, du personnage. Il tombe parce qu'il est plus rapide que les autres, parce il prend plus de risques, il va plus loin. Donc ça fait partie. En plus, c'est une année d'apprentissage. Donc c'est sûr qu'un pilote qui tombe tous les dimanches et qui termine 12e ou 15e, c'est pas pareil qu'un pilote qui monte sur le podium, qui tombe mais qui monte sur le podium et qui gagne des courses. Voilà.
Ouais. On le pardonnera plus facilement. Thomas, c'est ça, hein, c'est bien la cinquième fois qu'il monte sur le podium pendant le Grand Prix, hein, c'est ça? Je dis pas de Ouais, bêtises? exactement. C'est le quatrième, enfin, c'est le sixième podium KTM, puisque après lui, le seul autre pilote KTM à avoir fini sur le podium, c'est Binder au Qatar, de mémoire. Et surtout, là, sur les dernières fois où il monte sur le podium, en tout cas celle-ci et en Indonésie, c'est lui qui casse le fait que ce soit que des podiums Ducati, quoi. C'est à chaque fois, c'est lui qui arrive à monter sur le podium et à éviter que ce soit encore un triplé. Ouais. Sachant qu'on a eu un octuplé au sprint. Oui. Voilà. Les 8 Ducati aux 8 premières places, effectivement. Mm. Comment il s'était perçu du côté de chez KTM, parce que encore une fois, on l'a vu clairement, hein, Miller et Binder sous la pluie, on les connaît, ils vont vite. Il est parti plus loin derrière, Acosta, et finalement il revient, il est manche tout cru. Il nous offre une superbe bagarre avec Miller, et puis au final, c'est lui qui gagne, entre guillemets, hein, cette bagarre interne. Il y avait un peu de soupe à la grimace chez KTM. Comment c'était l'ambiance dimanche soir, Michel? Écoute, j'ai croisé personne chez KTM dimanche soir, mais je peux te dire que de toute façon, l'ambiance est quand même pas terrible chez KTM en ce moment, euh, pour diverses raisons. Et ils ont quand même viré pas mal de monde. Il y a quand même des soucis financiers qui inquiètent aussi beaucoup de personnes là-bas. Euh, je sais qu'ils vont réduire les programmes en Moto 3, en Moto 2, le Dakar aussi. Donc, c'est pas la grosse joie chez les Autrichiens en ce moment. Donc Alors, après, vas-y. non, mais voilà. Après, bon, je pense qu'ils se rendent compte, ils savent qu'ils ont un phénomène avec Acosta et que c'est lui qui tient la baraque. Je pense qu'ils vont tout miser sur lui l'année prochaine. Euh, voilà, donc enfin, Ouais. qu'il ait gagné, c'est plutôt quelque part rassurant pour eux, dans le sens où ils se disent, bon, on a vraiment un tout bon, quoi. Ouais, et puis c'est vrai qu'il y a encore des annonces un petit peu compliquées, hein, chez Pireur Mobility, hein, qui est le groupe qui regroupe toutes les marques, dont Husqvarna, dont Gaz, etc. Il y a eu des licenciements assez nombreux. Il y a eu aussi, au niveau du board, il y a eu une personne qui a été remerciée. Donc, ça peut aussi expliquer une partie des résultats, je dirais, en dents de scie, parce que on a eu des commentaires, hein, lors du dernier Grand Prix en Australie, et notamment un de nos fidèles téléspectateurs qui nous disait la chute des KTM et des Aprilia, mais en fait c'est par rapport aux Ducati, c'est qu'elles sont moins constantes, mais tous ces problèmes, je dirais, internes et extérieurs à la course proprement dite, ça peut aussi expliquer une partie des résultats. Allez, Thomas, vas-y, commence. Vas-y, je te donne la patate chaude. Alors après, en termes de financement, tout ça, je pourrais pas dire si ça joue. Oui, forcément, indirectement, ça doit jouer, mais je sais pas si, encore une fois, à partir du moment où on en parle maintenant, ça se joue aussitôt. Je pense que c'est déjà des décisions qui se sont prises, ou en tout cas qui ont été réfléchies il y a quelques mois déjà. Mais après, c'est surtout, comme disait Michel, c'est surtout les restructurations, on va dire, ou le jeu des chaises musicales, du côté de chez KTM, enfin dans le clan Gaz KTM, Pireur Mobility en MotoGP, qui fait qu'aujourd'hui on voit clairement que ils se cherchent, ou en tout cas ils essaient je sais pas ce qu'ils sont en train de faire, mais en tout cas ils essaient soit de revenir sur les bases qu'ils avaient avant, c'est-à-dire ils veulent que des Autrichiens à la tête et sur le côté technique et opérationnel, soit je sais pas, là honnêtement j'arrive pas, je pense que Michel devrait plus en savoir que moi, mais quand on voit qu'ils ont remercié Guidotti, quand on voit qu'il y a Jiri Buola qui, pareil, a été, même si pour des raisons qu'on pourrait comprendre, il vient chez Tech 3, alors qu'il l'avait recruté et débauché de chez Ducati pour être race performer analyste. Enfin voilà, je sais pas, il y a des choses qui font qu'aujourd'hui, que je ne comprends pas. Michel? Oui, de toute façon, on en a parlé plusieurs fois, hein, de cette affaire. Ils ont décidé de se séparer de tous les Italiens qu'ils ont pris chez Ducati. Enfin, en gros, ils ont aspiré une partie du staff Ducati pour les aider à performer comme Ducati sait le faire. Et puis là, ça va, comme ils ont décidé ils ont jugé que ça allait pas assez vite. Donc ils ont refait du ménage. Donc Sterlachini, ils l'ont laissé, il est parti, il va aller chez Aprilia. Donc Sterlachini qui, voilà, quand on discute un peu avec des gens qui, sous couvert d'anonymat, évidemment, explique comment lui a remis de l'ordre dans tout ça, comment il a mis en place des méthodes
plus scientifique que qui était jusqu'alors en place chez les Autrichiens, qui c'était quand même très très empirique leur développement. Voilà, ils ont détruit tout ça. Donc c'est vrai, pourquoi, pour quelle raison? Du coup, c'est vrai que l'ambiance, elle est pas terrible, quoi. Voilà, Miller s'en va avec Pauline, Guidotti s'en va aussi. Enfin, il y a beaucoup, tous les Italiens, sauf Giribola, qui finalement est resté parce que quand Bastianini a négocié son contrat avec Pernat, une clause, quoi. Voilà, c'était je viens, mais je veux Giribola, qui était son chef mécanicien chez Gresini. Donc voilà, ouais, je sais pas ce que ça va donner l'année prochaine, mais c'est vrai que c'est un peu inquiétant. C'est inquiétant aussi pour Acosta, vous pensez, parce que ou est-ce que ils vont de toute façon, comme ils réduisent la voilure, ils vont avoir les moyens quand même d'aller au bout de leur process, parce qu'on se rappelle que quand ils étaient venus, ils ont dit qu'un jour ils gagneraient en MotoGP. On peut s'inquiéter pour l'avenir, ou justement cette restructuration, cette réduction de budget à droite à gauche. Tu as même parlé du Dakar, hein, je crois qu'il y aura plus que 2 ou 3 motos simplement au prochain Dakar chez KTM. Ça va leur permettre quand même de rester, je dirais, sur le sommet de la performance et d'avoir quelque chose et d'arriver à créer une moto plus constante, puisque c'est quand même là le problème par rapport au Ducati, c'est qu'elle manque de constance. Cette moto, elle n'est pas si mauvaise, mais elle manque de constance. Ouais, ben ça, écoute, j'en sais rien. Moi, je sais pas ce que les autres. Enfin, ben là aujourd'hui, ils se retrouvent aux commandes du projet MotoGP, ceux qui l'ont lancé en 2017. Mm. Donc voilà, avec les années Paul Espargaro, Miguel Oliveira, voilà, c'était à la fin enfin voilà, cette période-là, juste avant le Covid, avec voilà des bonnes perfs sous la pluie. C'est vrai que cette moto, elle a toujours été à l'aise sous la pluie, alors qu'on pouvait hier. Mais voilà, qu'est-ce qu'ils vont faire? J'en sais rien. De quelle manière les difficultés financières vont être absorbées, vont impacter la compétition. Après, c'est des caractériels, que ce soit Pirer ou Pete Bearer, ils gèrent du jour au lendemain, ils peuvent virer quelqu'un, ils peuvent. Est-ce que Pete Bearer peut du jour au lendemain décider d'arrêter le MotoGP? Enfin, on a du mal à l'imaginer, mais après, c'est pareil. Bon, ils ont le soutien de Red Bull aussi, mais à un moment donné. Enfin, voilà, est-ce que Red Bull peut combler ce que KTM perd? J'en sais rien. Mm. Tout ça, c'est des questions auxquelles je ne saurais répondre, mon cher Eric. Non, mais c'est vrai qu'il y a quand même ce côté financier avec ces grosses problématiques de problèmes budgétaires. Au moment où on parle peut-être, Thomas, tu me contrediras peut-être, mais on parle d'une éventuelle arrivée de BMW pour la nouvelle réglementation. Si d'un côté on a BMW qui arrive et de l'autre côté on a KTM qui s'en va, au final on va plus y perdre qu'y gagner. Alors on va peut-être un peu loin dans le raisonnement, mais c'est aussi une phase qu'on peut considérer, non? On se projette parce qu'en fait, pour l'instant, il y a rien. Enfin, là, parlant de BMW, tout ça, même si peut-être toute la moto existe déjà, ou en tout cas, ils sont en train d'y travailler, on ne sait pas. Mais surtout, il y a encore un an, si vous vous souvenez bien, on pensait déjà MV Agusta monter en MotoGP grâce au groupe Pirro Mobility. Enfin, je veux dire, tout change d'une année à l'autre. Donc, pour l'instant, difficile de se projeter sur l'année prochaine. Donc, là, honnêtement, je partage l'avis de Michel et j'en sais rien. Bon, enfin, en tout cas, ça sera affaire à suivre. Oui, vas-y, Michel. Ouais, Eric, il y a pas, enfin, KTM est dans une situation visiblement délicate, mais ils sont pas seuls, hein, parce que si tu prends Aprilia, c'est pareil, il y a le Besiano qui part chez Honda, Rivola, il y a une rumeur qui le veut l'année prochaine, si la vente de la Dorna Liberty se concrétise, il serait pressenti pour prendre des fonctions importantes dans le management du championnat. Euh, voilà, il y a aussi Aleix Espargaro qui est parti avec Jiménez. Donc, ils ont perdu aussi des hommes clés. Mm-hmm. Est-ce que les ressources du groupe Piaggio, parce qu'on sait toujours, pour moi, ça a toujours été un mystère de se dire comment le groupe Piaggio, qui vend quand même pas des millions de motos, arrive à financer ce programme MotoGP sans sponsor majeur non plus, quoi. Voilà, est-ce que les Japonais sont, enfin voilà, globalement, ce championnat, il y a des acteurs qui sont quand même fragiles. Honda va perdre Repsol l'année prochaine. Voilà, Ducati a la réussite actuelle, mais est-ce qu'à un moment donné, si Audi revend Ducati, qu'est-ce qui peut se passer? Je ne sais rien. Ouais. C'est quand même pas un championnat. Et quand on voit, voilà, on nous a vendu 22 dates, on sait déjà que l'Argentine, il y a peu de chances qu'on y aille parce que la crise
politique et sociale qu'il y a dans ce pays, c'est vraisemblable qu'on n'y aille pas. On nous a vendu un circuit en Hongrie qui est impraticable et dont les travaux semblent irréalisables pour le mettre aux normes du MotoGP. Donc, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui font que on a parfois un peu l'impression que ce championnat il se veut plus gros et plus beau que ce qui peut être vraiment. Mais bon, hein, c'est mon point de vue. Hein. Ouais, le sport fait que la vitrine est belle, mais l'arrière-cour est peut-être un petit peu moins reluisante, on va dire ça comme ça. Mais malgré tout, c'est important d'en parler parce que c'est quand même un petit peu inquiétant malgré tout. Bon, allez, on va essayer maintenant de revenir sur un côté un peu plus positif, quoique on aura un verre à moitié plein et un verre à moitié vide aussi de ce côté-là, puisqu'on va parler de nos Français. Et nos Français, on va commencer par peut-être celui qui avait fait naître le plus d'espoir, notamment au départ du Grand Prix et de sa qualification, c'est Fabio Quartararo. Le sprint, c'était pas top parce qu'il se fait pousser par Binder, il a failli tomber sur le vibreur par rapport aux réactions de sa machine. Et puis, dimanche, lors du Grand Prix, Morbidelli s'est chargé d'anéantir ses espoirs. Comment il était, Fabio? On l'a senti quand même un petit peu plus positif dans ses propos par rapport au plaisir d'avoir été un petit peu en tête, Michel. Et puis après, j'imagine qu'il y avait énormément de frustration par rapport à l'issue de la course. Ben oui, le résultat est évidemment pas celui qu'il espérait. Néanmoins, il a pas baissé. Enfin, voilà, il a relevé la moto, il est parti, il a fini la course un tour, mais parce qu'il a dit voilà, il fallait prendre des infos aussi. Donc il a fait le job. On peut pas lui reprocher voilà d'avoir fait la diva et d'être entré au stand comme il aurait pu le faire. Euh, Après, voilà, il a retrouvé un peu de compétitivité en se battant avec les autres. Euh, en- Même s'il n'a pas réussi à passer, il est passé par la Q1, mais il a réussi à passer un Q2 via la Q1, donc ça c'était déjà aussi positif. Après, toujours les mêmes problèmes, c'est une moto qui a du mal à chauffer ses pneus sur les premiers tours, c'est une moto qui n'utilise pas du tout l'arrière, il n'arrive pas à utiliser l'arrière pour se ralentir, donc on voit sur les freinages, il est toujours la roue arrière derrière qui balaye la piste, donc qui est vraiment pas efficace. Euh, Idem à l'accélération, c'est soit ils ont trop de le traction control et trop pas incursif, pardon, invasif, et la moto accélère pas, ou dès qu'ils essayent d'en remettre un peu moins, le moteur est trop agressif, la moto part en wheelie. Enfin, ils arrivent pas bien à la contrôler cette moto. Donc malgré tout, il a réussi. Voilà, je pense que lui, il se rassure aussi hein, quand il arrive à faire des week-ends comme ça, en se disant bon, même si j'ai pas la meilleure moto, ben, je suis toujours un bon pilote, un très bon pilote. Je fais partie des meilleurs. Voilà. Est-ce que c'est vrai que franchement, en tant que amateur français du MotoGP, on aimerait bien voir Fabio se battre à armes égales avec Martin et Bagnaia et Marquez. On se rappelle qu'en 2019, sa première saison, il bagarrait avec Marquez, quoi. Donc voilà, il s'est battu avec Bagnaia pour le titre. C'est vrai que ça fait râler de voir les années qui passent et d'avoir un pilote on n'a jamais eu un pilote avec autant de talent et c'est du gaspillage, quoi. C'est du gâchis, quoi. Bon, après, pour cette année, il finit cette année. Après, c'est lui qui a choisi de prolonger aussi chez Yamaha. Hein. Non, mais c'est tout à fait autre chose, Eric. Après, c'est son choix, et effectivement. Non, mais là, moi, le choix, on s'en fout. La situation est que on a un des meilleurs pilotes du championnat est français, et voilà. Il peut pas s'exprimer. Il est derrière parce qu'il n'a pas la moto. Quand tu vois ce que fait Rins avec sa moto, et Rins, il pleure tous les dimanches. Il comprend pas comment Fabio arrive à faire ce qu'il fait. Et pourtant, Rins, c'est le dernier pilote à avoir gagné avec une Honda. C'est quand même pas un manche, quoi. Oui. Il dit il comprend pas comment Fabio arrive à faire ce qu'il fait avec cette moto. Donc, c'est quand même des compliments quelque part enfin voilà, qui en disent un peu long du potentiel de notre pilote, quoi. Est-ce que Yamaha arrive à comprendre aussi ce qu'il fait, lui, tu vois? Parce que si tu dois développer une moto avec un pilote qui a du mal à comprendre ce que fait l'autre pilote, est-ce que ça joue aussi sur le développement de la moto en elle-même, tu vois? Ça, c'est aussi une question. C'est aussi pour ça, Le peut-être problème, c'est que la moto. Vas-y, Le Michel. problème, c'est que la moto, aujourd'hui, ils sont tous à chercher la même chose, d'avoir une moto enfin, aujourd'hui, le modèle, c'est la Ducati. Donc, en fait, ils voudraient tous avoir une moto qui accélère comme un dragster, qui s'abaisse voilà, comme un dragster. La roue avant, elle se lève pas à l'accélération. Ils peuvent passer toute la puissance qu'ils veulent. Quand ils arrivent au freinage, les deux roues sont collées par terre. Donc, la moto, elle s'arrête pas seulement avec le pneu avant, mais avec le pneu arrière. Enfin, elle fait tout parfaitement bien, cette moto. Jusqu'à présent, elle a eu du mal à tourner. Là, maintenant, avec l'aéro, l'effet de sol, ils arrivent à des virages rapides, elle tourne toute seule.
Donc c'est le modèle. Donc ils aimeraient tous avoir des motos qui fassent tout ce que avant on avait une Honda qui avait un bon moteur, une Yamaha qui avait un bon châssis et qui se battaient ensemble. Chacune avait leur point fort. Maintenant Ouais. la meilleure moto elle fait tout parfaitement. Donc c'est compliqué quoi d'avoir des ADN différentes. Ouais, puis c'est surtout sa constance, quels que soient les circuits, qui fait la force de la Ducati, alors que la Yamaha, comme la Honda, qui sont en reconstruction, j'allais dire, c'est moins pire en fonction des circuits et en fonction des conditions. Après, comment dire, Fabio, il nous a fait une figure de style assez impressionnante là quand il se rattrape dans l'entrée du virage rapide à gauche. Et puis, ce que je voulais voir aussi avec toi, Thomas, par rapport à sa chute, où on a vu sa moto rentrer, elle était totalement détruite. Finalement, il roulait quasiment aussi vite que ce qu'il faisait avant, quoi. C'est ça aussi qui est impressionnant et qui démontre ce que disait Michel, c'est qu'il y a quand même du talent derrière tout ça. Ah bah oui, c'est sûr, là, je vais pas redire ce qu'a dit Michel. C'est sûr que Fabio fait partie des meilleurs pilotes de la grille. Il y a pas à tergiverser là-dessus. Après, il a pas forcément la meilleure moto, ça c'est sûr. Enfin, c'est même sûr et certain. Mais et voilà, il fait la différence grâce à son talent. Mais comme ce qu'on disait tout à l'heure avec Acosta, je pense qu'il fait au maximum avec ce qu'il a, quoi. Et il va des fois au-delà. Et des fois, ça passe pas, ou des fois, ça peut pas faire plus que septième. Aujourd'hui, son meilleur résultat à l'arrivée, cette saison, c'est septième. C'est le meilleur résultat d'une Yamaha cette saison. Donc, c'est pour dire. Alors que, comme disait Michel, sur les années précédentes, alors là, j'ai un trou d'un coup, mais en 2022, il se bat pour le podium. Je sais pas enfin, j'ai un doute, mais en tout cas, en 2019, en tout cas, il se bat ici pour la victoire avec Marquez. Je confonds probablement avec l'Indonésie. Mais en tout cas, l'Indonésie, c'est la Thaïlande et d'autres circuits comme celui-ci, comme Sepang aussi, sont des circuits sur lesquels il s'était battu pour la victoire. Et là, aujourd'hui, le voir galérer pour un top 5 et en étant pendu, c'est compliqué, même sous la pluie. Ouais, non, mais c'est. Eric, Oui. Eric, il y a enfin, deux chiffres qui parlent d'eux-mêmes. On prend 2019. Donc, on l'a dit, 2019, Fabio, il fait la pole, il va pour la victoire avec Marquez. Le temps de la pole, on est en 2024, donc ça fait 5 ans. 5 ans après, son temps, ce week-end, il a amélioré et les conditions étaient très bonnes. Il y a le nouveau pneu Michelin, patati patata. Donc, il a amélioré son chrono de 3 dixièmes. La meilleure Ducati, elle a amélioré son chrono de 2 secondes, 1, je crois. Ouais. Voilà. Donc, si tu veux, Non, mais c'est Bon, aussi pour. le problème de Ducati, c'est qu'ils ont la meilleure moto, mais surtout, ils n'arrêtent pas. C'est-à-dire, tu vois l'équipe de Dagna, quand tu es le soir sur le circuit, tu pars à 21h, tu as des ingénieurs, ils sont je sais pas combien, et c'est que des jeunes qui sortent des meilleures écoles d'Italie. Aujourd'hui, et tout le monde se les arrache, et c'est des gars, je me souviens d'avoir eu cette discussion avec Johan l'an dernier, quand il te parle des jeunes ingénieurs de chez Ducati, il te disait, les gars, ils phosphorent jour et nuit. Ils ont tout le temps des idées, ils s'appellent, ils des échanges, ils bossent, ça bosse tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et je veux dire, quand tu vois, sans faire de comparaison, mais quand tu vois comment bossent aujourd'hui les Japonais, voilà, tu dis, c'est le jour et la nuit, quoi. Ouais, non, mais c'est important. Et c'est d'autant plus important. Alors après, on verra ce qu'ils seront capables d'apporter ou pas. Mais ça sera aussi d'autant plus important de voir l'arrivée de Pramac chez Yamaha avec Miller et Oliveira pour justement aller dans ce sens du développement. Même si, comme tu le dis, et c'est un peu logique aussi, c'est ce qui s'était passé chez Honda, Thomas. On a un chef de file. Chez Honda, c'était Marquez. On a vu ce que ça a donné. Là, chez Yamaha, ça sera Fabio. C'est de savoir comment on peut comprendre les besoins de son pilote de pointe, mais aussi récolter les autres informations pour en fait faire progresser au global cette moto. C'est ça en fait le point, je dirais le point qui est difficile à atteindre, c'est satisfaire son pilote de pointe, mais aussi faire en sorte que la moto soit la plus homogène possible. Ah oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est la question que je posais à Michel. C'est sûr que si à un moment donné, tu as un pilote qui est rapide, c'est le problème, comme tu disais, qu'a eu Honda ces dernières années en misant beaucoup sur Marquez. Et que voilà, quand Marquez va moins bien, ça y est, on voit les problèmes que peut avoir cette moto. Là, c'est la même chose. Si aujourd'hui un Fabio est en délicatesse, qu'est-ce que va devenir Yamaha? Tu vois ce que je veux dire? C'est pareil pour KTM avec Acosta. Sans Acosta, alors là, je grossis le trait, mais sans Acosta aujourd'hui, tu vois, Binder et Miller sont pas forcément les meilleurs, ou en tout cas toujours devant. Acosta, on le voit, il fait la pole au Japon, il est vraiment. Donc, c'est une situation compliquée. Et puis après, comme disait Michel aussi, la façon de travailler. Si tu veux, même si, tu vois, il y a un afflux de
d'ingénieurs italiens, par exemple chez Yamaha, avec l'arrivée de, j'ai oublié son nom, Michel Bartolini, ou alors le motoriste, je sais même plus d'ailleurs je sais pas s'il est toujours là, comment il s'appelle? Marmorini, oui. Voilà, c'est ça, désolé. Marmorini, tout ça, tu vois qu'aujourd'hui, la philosophie du travail, même si Fabio le remarque qu'elle change, que ça va un peu plus vite, il faut du temps pour faire changer les choses et les choses en place. Donc, si tu veux, c'est aussi ça qui fait que ça joue en défaveur, on va dire, des japonaises par rapport aux usines européennes qui, elles, comme disait Michel, encore une fois, phosphore tout le temps, ils s'appellent tout le temps, et puis ils n'hésitent pas à mettre une pièce sur la moto, même s'ils savent que ça va pas marcher, en tout cas, ils espèrent que ça marche. Voilà, ils y vont, quoi, tu vois. Ouais, il y a l'inertie, il faut lutter contre l'inertie japonaise. Ouais, Alors, l'inertie japonaise, elle est peut-être un petit peu moins pesante du côté de chez Honda, puisque Johann Zarco, puisqu'on va parler de Johann maintenant, eh bien, il a réalisé alors une course sprint un petit peu difficile. Par contre, il a réalisé un très beau Grand Prix puisqu'il termine 8e et c'est donc la meilleure performance. Et c'est là où on rejoint un petit peu ce que tu disais, Michel, par rapport à la meilleure ou Thomas par rapport à la meilleure performance de Fabio. C'est que chez Honda, on a applaudi parce que c'est la meilleure performance d'une Honda cette année. Johann termine 8e. Donc, il était, j'imagine, satisfait, mais si on met les choses en perspective, ça reste quand même une performance moyenne. Je parle pour Honda, hein, pas pour Johann. Oui, oui. Après, voilà, il a fait globalement, lui, il confirme un peu les progrès que la moto fait depuis le mois de septembre, depuis les tests de Misano avec le nouvel aéro qui permet d'avoir un peu plus de performance dans les virages rapides, quoi. La moto est plus efficace parce qu'elle a un meilleur effet de sol. Mais après, ils sont comme c'est exactement les mêmes problèmes que sur la Yamaha, quoi. Ils n'arrivent pas à utiliser le pneu arrière, ils n'arrivent pas à gérer la puissance. Ça reste agressif. C'est comme si les Japonais avaient le même virus, quoi. C'est assez surprenant, mais je pense qu'ils ont des concepts de moto qui sont plus du tout dans le coup. Sinon, il suffit de regarder la Ducati, hein, ça ressemble à un truc. Alors on va me dire c'est pas une moto, c'est pas beau, etc. Mais c'est le truc, c'est l'outil, quoi. C'est l'outil. Ouais, c'est efficace. Voilà, oui, c'est vrai que les Japonais, ils sont toujours restés dans une conception plus classique d'un châssis, visuellement, la Yamaha, c'est la même quasiment depuis que le MotoGP existe, quoi. Donc, même si je grossis un peu le trait, mais c'est un peu dur là. non, mais tu la vois. Non, Ouais. mais qu'est-ce qu'ils Mais font c'est là vrai. aujourd'hui? Quand tu vois la Honda, ils ont essayé, voilà, de mettre une grosse selle pour essayer de mettre du poids sur l'arrière, justement pour que t'aies plus une moto qui se soulève au freinage, d'avoir l'aéro qui contraint l'avant aussi. Donc aujourd'hui, la Honda, elle commence à ressembler à une Ducati visuellement. Mais après, tout ce qui est composantes techniques, électroniques, quand on voit comment ils ont développé aussi tous les correcteurs d'assiette, là, c'est juste hallucinant, quoi. Ils ont Il y a la des fameuse, temps d'avance. il y a la fameuse salad box aussi, que beaucoup de constructeurs se posent la question de savoir comment fonctionne ce mass dumper qui est en dessous. Tu peux recontextualiser, Thomas, la salad box? Derrière, il y a il y a un mécanisme électronique qui permet de compenser les mouvements de l'arrière, en théorie. C'est comme ça qu'on le voit. Personne ne sait vraiment véritablement ce qu'il y a dedans, mais en tout cas, il y a un gros ressort dedans. Voilà, ça permettrait en tout cas de stabiliser l'arrière de la moto. Et ça, c'est quelque chose que Ducati développe depuis l'arrivée au moins d'Alenia. Et aujourd'hui, je pense pas, à ma connaissance, hein, qu'il y ait un autre constructeur qui fasse la même chose. Ouais. Tu vois, donc voilà, on sait qu'il y a aussi des choses qui sont capables d'être copiés par les autres constructeurs, donc que ce soit l'aéro, on le voit, hein, je veux dire, tous les essais aéros que peut faire Ducati sont plus ou moins copiés par les autres constructeurs, mais aussi des choses qu'on ne voit pas, et je pense que c'est là aussi qui est compliqué pour les autres constructeurs, c'est de copier, entre guillemets, ou en tout cas d'essayer de rattraper le retard que peut avoir Ducati sur certains aspects moins visibles. Ouais. Et ce qui est aussi important à souligner par rapport à tout ce que vous avez expliqué, c'est que Johann, quand il débriefe sa course, il dit que par rapport, et ce qui est paradoxal, c'est que sous la pluie, il a vu plus de trucs que sur le sec. Alors non, c'est pas vraiment paradoxal parce que la moto devient plus sensible. Et il dit que son problème, c'est justement l'arrière. Il n'arrive pas à poser l'arrière et faire en sorte que le pneu arrière participe, je dirais, à l'arrêt de la moto. En fait, c'est ce il avait l'air d'expliquer. Donc ça rejoint un petit peu ce que tu disais, Michel, et toi aussi, Thomas, avec l'histoire de la salad box chez Ducati et les problèmes conjoints, je dirais, de Yamaha et de Honda. Michel.
Oui, bah, c'est ce qu'on dit depuis le début. Hein, ils n'arrivent pas à utiliser l'arrière de la moto. Donc, Yamaha Honda, c'est le même combat. Les pilotes se plaignent exactement la même chose. Donc, voilà, après Dalinga, je pense que c'est un vrai, c'est non seulement un génie, mais en plus un tueur, quoi. Donc, il fait ce qui, enfin, moi qui suis une vieille personne qui est commencé dans ce milieu avec toi d'ailleurs, Eric, qui était aussi une vieille personne dans les années 90. Merci, Michel. Quand Dalinga s'est retrouvé, c'était l'élève de Vitaven et À l'époque d'Aprilia, ouais. Aprilia. Ils ont fait Aprilia. Moi, j'ai commencé au début des années 90. Aprilia a eu son premier titre en 125 avec Gramini. Biaggi le premier en 250. Et à partir de là, ils ont atomisé. Il n'y avait plus que des Aprilia en 125 en 250. Pour finir, que la Dorna a pété les plombs et ils ont créé le Moto 2 pour virer les Aprilia. C'est un peu ça l'histoire, hein, même s'il fallait passer au 4 ans, etc. Et en fait, qu'est-ce que Dalinga a fait en MotoGP? Il fait exactement la même chose. Il a atomisé tout le monde et il a mis des Ducati partout. Et il a fait une moto qui gagne qui va performer avec Bagnaia, Martin ou Marquez ou avec Di Giannantonio. Parce que je pense que si Di Giannantonio ou Bezzecchi, tu les mets sur une Yamaha, ils sont avec Rins. Hein. Ouais. Voilà, c'est des très bons pilotes évidemment, mais ils sont pas du niveau d'un Pecco, d'un Martin ou d'un Quartararo. Tu le vois avec Marini, hein, l'exemple flagrant, c'est ça. Oui. Ouais, c'est Marini ou même au début, même si pour d'autres raisons, mais Morbidelli, c'est pareil. En début d'année, bon, il a été blessé, mais là, on voit bien que maintenant, il est dans la saison depuis un moment et il n'est pas au niveau des deux autres, hein, avec la GP24, donc même des trois autres, parce que Bastianini a quand même pris le meilleur. Et ça sera intéressant de voir aussi ce que ça donnera l'année prochaine avec Martin, justement, sur l'Aprilia, puisque Michel, tu l'as pointé du doigt plus d'une fois. Peut-être que l'Aprilia elle a un potentiel un petit peu plus important que ce que Espargaro et Viñales peuvent en tirer. Bon, ça, c'est encore autre chose. Juste, je voulais revenir parce que tu as évoqué, Michel, Di Giannantonio. Donc, c'est officiel depuis aujourd'hui. Hein, c'est bien Andrea Iannone qui remplacera Di Giannantonio le week-end prochain en Malaisie et normalement à Valence, hein, Thomas. Là, c'est plutôt Michel qui devrait être qui Ouais, Michel, pardon, excuse-moi. La patate chaude. Oui, non, à l'heure où on parle, c'est pas officiel, mais voilà. Pour avoir fait une interview de Uccio Salucci ce week-end, je peux te dire que ça sera effectivement Iannone qui sera sur la moto en Malaisie et à moins que ça se passe très très mal aussi à Valence évidemment. Alors Thomas, tu avais quand même une dernière... Ouais, vas-y Michel, vas-y après. Une dernière chose, Eric, un dernier mot sur on parlait de Ducati et de Dalinga. Moi, ce qui est aussi fascinant, c'est que Dalinga, tu le vois tous les grands prix, il va avoir tous ses pilotes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a carrément une moto qui est au-dessus de tout le monde. Il pourrait se dire, on déroule tranquille. Non, après chaque séance d'essai, il fait le tour de tous les garages, il va parler avec tous les pilotes pour savoir comment ça s'est passé. Donc c'est aussi cet investissement personnel qui fait que cette moto, elle est capable de gagner de performer, hein, peut-être pas de gagner, mais au moins de performer, de faire des podiums avec un pilote entre guillemets moyen. D'où la performance que rappelait Thomas tout à l'heure, les 8 Ducati aux 8 premières places de la course sprint de samedi. Ouais, et puis après, un autre chiffre intéressant, c'est qu'aujourd'hui, là, le record, on n'en a pas vraiment parlé, mais le record du nombre de podiums sur une même saison, c'est pareil, il a été explosé. Là, on est à 47 podiums, je crois, pour Ducati. 47 pilotes sur le podium, 47 fois sur le podium. Ouais, donc 47 fois la marque Ducati présente sur le podium. Voilà, c'est ça. Donc c'est pour dire qu'aujourd'hui... Et sans oublier, on ne l'a pas évoqué, mais le titre de team pour le Ducati à l'issue de la course de Thaïlande. Hein. On est d'accord là-dessus aussi. Voilà. Juste, je voulais que tu reviennes sur cette statistique que tu m'as donnée par rapport à Andrea Iannone avant l'émission, Thomas. Andrea Iannone en Thaïlande, c'est pas forcément son circuit préféré. Non. Malaisie. Malaisie, pardon, excuse-moi. Ouais, Malaisie, écoute, alors 7 fois, il s'est rendu en Malaisie, je dirais. Tu vois, toi aussi en Malaisie, et aucune fois, il a marqué des points. Son meilleur résultat, c'est une 17e place, je crois. D'accord. Quand il était sur la Suzuki. Donc on se rappelle que l'an dernier, c'était Bautista qui avait roulé, alors pas dans les mêmes conditions, mais qui avait roulé aussi sur une autre Ducati. Ça s'était pas bien passé parce qu'à l'époque, il était aussi blessé à l'épaule. On espère que pour Iannone, le retour sur le paddock du MotoGP lui permettra
On va pas s'attendre à des miracles, hein. Ça serait vraiment très très surprenant qu'il soit hyper performant, mais au moins qu'il se fasse plaisir. Allez, juste la dernière question avant de se quitter. Qu'est-ce qu'on peut en attendre de Yannone? Est-ce que, Thomas, je te donne la parole puisqu'on échangeait ensemble. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut faire par rapport à cette saison de reprise en Mondial Superbike où on l'a vu quand même gagner notamment? Qu'est-ce que tu penses qu'il est capable de faire? Ouais, là, ça va être compliqué, hein. Il n'a pas roulé sur une MotoGP. Enfin, là, si tu dois te répondre en quelques mots, je sais pas, si tu veux un résultat, déjà, s'il marque des points, ça sera déjà une belle chose. Bon. Je pense que c'est déjà un bel objectif. Après, voilà, il n'a pas roulé. Le MotoGP a changé. Je veux dire, quand tu prends l'exemple de Marquez qui a été absent pendant un an, il s'est rendu compte lui-même que le MotoGP allait changer, donc sur l'échelle d'un an, tu vois. Ouais. Là, on est sur les Ride Day Device, des motos qui est beaucoup plus compliqué à piloter. Lui, sa dernière saison, c'était en 2019, donc ça fait un petit moment maintenant. La seule chose que je regrette, j'aurais bien aimé voir justement Bulega à la place de Yannone. J'aurais bien aimé voir ce pilote-là rouler en MotoGP, voir ce que ça donnait. Juste voir ce potentiel qu'il pouvait avoir, ce pilote-là, qui n'a jamais roulé en MotoGP. Et aujourd'hui, on voit que quand t'as un pilote qui arrive avec l'innocence, on va dire, quand on voit les rookies qui arrivent et qui performent aussitôt, j'aurais bien aimé voir ce que fait un pilote comme ça, motivé, vice-champion du monde Superbike, arriver et voir ce que ça peut donner. Ouais, surtout que Bulega, c'était sa première année en Superbike aussi, hein. C'était sa première saison en Superbike et il fait vice-champion, hein. Exactement. Michel, toi, c'est impossible de mettre en route. Enfin, même comme tu l'as. Enfin, voilà, Yannone, il va pas comprendre ce qui se passe. Aujourd'hui, les motos, elles sont tellement complexes. Je sais pas si elles sont plus difficiles à piloter, mais elles sont beaucoup plus complexes. Il y a en termes de gestion. Quand tu parles à Costa, il te dit qu'il commence à comprendre. Il faut baisser la moto en sortie de virage. Il y a 50 000 trucs enclenchés. Les cartographies, il faut en changer. Je sais pas combien de fois par course. Je veux dire, au-delà du fait qu'il va découvrir les pneus, qu'il va découvrir, même si l'aéro, ça n'a plus rien à voir d'il y a 4 ans, 5 ans, ouais, 4 ans, ça n'a plus rien, 5 ans, ça n'a plus rien à voir. Donc, je pense que ça va être très compliqué pour Yannone et pour Bulega, ça aurait été envoyé au casse-pied. On se souvient de Bautista l'année dernière. Alors, effectivement, il était blessé, mais il n'a pas vu le jour. Aujourd'hui, c'est très bien de voir Bulega ce qu'il peut faire sur une MotoGP, mais il faut faire une séance d'essai, lui expliquer, le temps de travailler. Là, aujourd'hui, un Grand Prix, c'est t'as une séance du matin qui est libre et après, il faut faire un chrono l'après-midi pour essayer de passer en Q2. Et le lendemain matin, t'as deux qualifs, t'as le sprint. Enfin, t'as pas le temps de bosser, quoi. C'est envoyer un rookie là-dedans, Après, je pense pas que c'est du rendre service, quoi. Après, l'autre pilote qui aurait été légitime, c'était Petrucci, quoi, pour le coup, hein, qui a roulé en MotoGP il y a encore l'année dernière ou il y a 2 ans. Donc, voilà. Bon. Bah, on suivra ça en tout cas avec intérêt et on débriefera ça bien évidemment lundi prochain puisque on vous rappelle que on est sur la dernière partie de ce triptyque donc puisque la Malaisie s'enchaîne et ça sera dès le week-end prochain. Messieurs, je vais vous remercier. Michel, profite bien de ces quelques jours de break avant la Malaisie. Et puis Thomas, on va te laisser partir rapidement pour aller rejoindre ton avion à Roissy et rejoindre Michel en Malaisie. Merci beaucoup Michel, merci beaucoup Thomas. On se retrouve la semaine prochaine, même heure, même endroit. D'ici là, portez-vous bien. N'oubliez pas de commenter pour tenter de gagner le déroulé et le tracé du Grand Prix concerné, à savoir celui de Thaïlande. Et puis, vous l'avez compris, on se retrouve lundi prochain à 18h pour la 19e édition de Talkback GP. Merci, bonne soirée.